B'siyata d'Ishmaya, Masechet Gittin, Daf Memchet. Nous commençons la 10e ligne, Tashma, Kone Ilan, Vekarkao. La Gemara nous a rapporté, dans le Hamoud précédent, deux machloktot entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Concernant Amocher Sadeu les Perot, un homme qui vend son champ, mais pas le gouffre, dire le champ lui-même, mais la production de ce champ. C'est ce qu'on appelle Mocher Sadeu les Perot. Donc il n'y a qu'un kinyan perot de fruits. Rabbi Yochanan pense que malgré tout, il pourra apporter des bikurim et lire aussi le passage, le psukim de la Torah, et dire « Je t'ai apporté des fruits de la terre Asher Natat Tali que tu m'as donné. » Puisque celui qui a acheté les fruits a acheté aussi le gouffre du karka. Et Resh Lakish dit que non, mais vive et enokore. Il ne pourra pas lire puisque le terrain ne lui appartient pas. Il a simplement acheté la production du terrain, les fruits, mais pas le terrain lui-même. C'est une première marloquette. Et comme Rachid avait expliqué, cette marloquette, c'est à l'époque où il n'y a pas de yovel. Lorsqu'il n'y a pas de yovel, les terrains ne sont pas rendus à leur propriétaire au bout de 50 ans. Donc lorsqu'on achète théoriquement un terrain, on l'a acheté pour toute la vie et donc on a un kinyan du gouffre. Lorsqu'on l'a vendu juste pour les fruits, là c'est la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Mais lorsque le yovel était appliqué, et donc au bout de 50 ans on rendait les terrains, même lorsqu'on achète un terrain, puisqu'on l'achète, le terrain lui-même, que pour 50 ans, on n'a pas acheté le gouffre lui-même, mais seulement les fruits. Et là encore on retrouve la même marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, est-ce qu'on doit lire ou pas, est-ce qu'on peut lire ou pas, puisque le kinyan n'est qu'un kinyan de fruits, puisqu'on n'a pas acquis le terrain. Et donc la Gemara va nous apporter des preuves. Tashma, Akonigilan vekarkao, c'est marqué celui qui achète un arbre et son karka, et son terrain, mais vive et coré. Il pourra apporter les bikurim et il pourra lire. Donc il devra apporter le bikurim, mais il lira. De là nous voyons, puisque certainement qu'on parle même à l'époque où le yovel était appliqué, que lorsqu'on achète un arbre et le terrain de cet arbre, donc on a acheté un terrain, on a acheté la terre elle-même, donc pas seulement les pérotes. Donc c'est une question contre Resh Lakish, puisqu'on voit que Meviv et Koré, que le terrain lui appartient aussi. La réponse n'est pas une question. Là on parle à l'époque où il n'y avait pas de yovel, et donc c'est vrai que lorsqu'on achetait à cette époque le terrain, on avait acheté un kinyan dans le gouffre du terrain. Tashma l'agma nous apporte une autre preuve. Si un homme achète deux arbres dans le champ de son prochain, quel est le digne de deux arbres, mais vive et no coré, puisqu'on considère que lorsqu'il a acheté les deux arbres, il n'a pas acheté le terrain qui se trouve sous les arbres et entre les arbres. Donc il n'est pas propriétaire du terrain, juste des arbres. Donc lorsqu'il apportera les prémices, les bikurim, il ne pourra pas dire la terre que tu m'as donnée, puisqu'il n'a pas de terre. Mais on peut déduire, Ashlocha mais vive et coré, que s'il a acheté trois arbres, là, comme la Gemara l'explique, dans Masechet Baba Batra, que Rashi nous rapporte, il a acquis pas seulement les arbres, mais aussi le terrain qui se trouve sous ces arbres, la terre sous ces arbres, et entre ces arbres et autour de ces arbres, pour pouvoir récupérer les fruits de cet arbre, de ces arbres. Donc nous voyons là que lorsqu'il y a trois arbres, il a acquis le terrain. Donc on comprend même à l'époque où il y avait le yovel. Donc lorsqu'on achète un terrain, on achète aussi pas seulement donc la production, mais le gouffre du terrain. Lorsque, dans ce cas-là, Shlosha, il a acheté trois arbres, c'est vrai qu'il n'a pas précisé le terrain. Mais les Chachamim m'ont dit, trois arbres, il a aussi le terrain. Donc il a acheté le terrain, et on voit qu'il peut lire, donc c'est la preuve qu'il a acheté le gouffre du karka, et l'Agma répond, là aussi, ce n'est pas une question contre Resh Lakish, on parle à l'époque où il n'y avait pas de yovel, et donc c'est vrai qu'à cette époque-là, lorsqu'on a acheté un terrain, on a tout acheté, même le gouffre. Juste pour préciser que l'époque où il n'y avait pas de yovel, c'était par exemple à l'époque du deuxième Beth Amikdash, où les Bnei Israël n'étaient pas en majorité. Donc, la majorité du clan d'Israël ne se trouvait pas sur la terre d'Israël, et donc il n'y avait pas de yovel. Vashtad Amar Rafrizda, l'Agma poursuit, et maintenant que Rafrizda nous a enseigné que Machloket Beyovel Sheni, que la Machloket entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, c'est seulement à partir du deuxième yovel que les Bnei Israël ont compté,
Ou là, comme l'explique Rashi, les Bnei Israël s'étaient habitués dès le premier Yovel à rendre les terrains. Là, Resh Lakish nous dit que lorsqu'un homme a acheté un terrain, il n'a pas acheté le karka, puisqu'il sait très bien qu'il va le rendre. Mais à l'époque du premier Yovel, Aval Yovel Rishon, c'est-à-dire la première fois que les Bnei Israël devaient appliquer le Yovel, Divrei Hakol, d'après tout le monde, Mévi, même d'après Resh Lakish, il apporte les Bikurim Vekoré, et il lira. Puisque Yovel Rishon, les gens ne pensaient pas encore, n'avaient pas encore vu en application cette halakha qu'il fallait rendre les terrains. Et donc, Divrei Hakol, Mévi Vekoré, il a acquis le terrain dans sa tête, même le terrain même. Donc là, il n'y a pas de machloket, comme dit l'Agma d'Akatel, le samar datayou, puisque à ce moment-là, le samar datayou, il ne pensait pas encore qu'il devait rendre le terrain, il n'avait pas encore vu une telle chose, qu'on achète un terrain, on doit le rendre au bout de 50 ans. Donc, puisque même d'après Resh Lakish, nous dira Frisda, il y a une différence entre le premier Yovel et le deuxième Yovel, si c'est ainsi, on peut répondre ces deux braïtot, même à l'époque où il y avait le Yovel, Lokashaha, Yovel Rishon, Yovel Sheni. Et ce que nous a dit Resh Lakish, c'était dans le Yovel Sheni, ces deux braïtot, c'est Yovel Rishon. Alors la Gemara poursuit les Maketanae, on n'a qu'à dire que cette machloket, est-ce que Kinyan Perot, c'est Kinyan Agouf ou pas? On n'a qu'à dire c'est la machloket Tanaïm que nous allons voir. Minaïm, d'où est-ce qu'on sait le lokar Sademe Aviv Yigdisha? Vachar Kar Met Aviv. Nous avons un din qui est appelé le din du Sadeh Achouza, du champ qu'on a reçu en héritage de père en fils depuis l'époque de Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun a partagé la terre d'Israël et l'héritage, celui qui recevait une parcelle de terrain, ce terrain s'appelait pour lui Sadeh Achouza, un champ qu'il a hérité, son héritage. Il y a Sadeh Mikne, c'est-à-dire un champ qui a été vendu et qui reviendra à son propriétaire au moment du Yovel. La différence entre un Sadeh Achouza et un Sadeh Mikna, c'est par exemple dans le din où un homme a offert au Beth Amikdash son champ et il ne l'a pas racheté avant le Yovel. Donc il a offert au Beth Amikdash, ça appartient au Beth Amikdash. Le Yovel arrive et lui n'a toujours pas racheté du Beth Amikdash. Le Gizbar se retrouve avec un terrain. Le Hikdesh n'a pas besoin vraiment de terrain, besoin parfois d'argent. Umacha Gizbar, nous dit Rashi, le Gizbar, le responsable du Hikdesh, a vendu le terrain. Il a vendu le terrain à un autre, donc à un autre juif, et arrive le Yovel. Donc normalement, le terrain doit revenir à son propriétaire. Est-ce que là aussi le terrain reviendra au propriétaire? Bien, le din est que ce terrain ne pourra pas être racheté, et lorsqu'il sortira au Yovel de l'acheteur, il ira dans les mains des Kohanim, il sera partagé aux Kohanim. Ça, c'est le din du Sadeh Achouza. Le din du Sadeh Mikna, si le champ a été acheté, et qu'un homme a été magdish ce champ, et qu'il ne l'a pas racheté jusqu'au Yovel, le Gizbar l'a vendu. Lorsqu'arrive le Yovel, le champ sort des mains de l'acheteur, mais va retrouver les premiers propriétaires qui l'ont vendu au Hekdesh. C'est le din de la Torah et c'est la différence entre un Sadeh Achouza et un Sadeh Mikna. Donc Sadeh Achouza, s'il n'a pas été racheté, il a été vendu par le Gizbar. À le moment du Yovel, c'est les Kohanim qui prendront le terrain. Le premier propriétaire a perdu puisqu'il a été magdish et il ne l'a pas racheté. Si c'est un Sadeh Mikna et que l'acheteur a offert ce terrain au Beth Amikdash, à ce moment-là, c'est au premier propriétaire que revient le terrain au moment du Yovel. Et là, nous avons une machloquette concernant un din très particulier. Un homme qui a acheté un terrain de son père, c'est appelé Sadeh Mikna. Le père décède. Le terrain devient la propriété du fils, il en hérite. Il est l'héritier de ce terrain, ça devient Sadeh Achouza. Quel va être le din si le fils a offert le terrain au Beth Amikdash, alors que ce terrain était pour lui un Sadeh Mikna, il l'avait acheté de son père. Et aujourd'hui, après la mort du père, le terrain devient Sadeh Achouza. Est-ce qu'on donnera au fils le statut de Sadeh Achouza? Donc s'il ne l'a pas racheté et que le terrain a été vendu au Yovel, le terrain reviendra dans les mains des Kohanim, ou bien c'est le din de Sadeh Mikna, et ça reviendra aux mains du premier propriétaire, donc du père, et le père est décédé, donc c'est le fils qui va en hériter. C'est ce que la Braïta nous dit, Minaim leloker, d'où est-ce qu'on sait que celui qui a acheté, Sadeh Me'aviv, un champ de son père, Vigdisha, il a été magdish le champ, Vachar Karmet Aviv, et ensuite son père est mort.
Minaim shtelefanav kisdei achuzato, est-ce qu'on sait que ce champ a le statut d'un cédé achouza vis-à-vis du fils. Talmud Lomar, puisque la Torah dit Imet cédé miknato ashalom isdei achouzato, la Torah dit si c'est le champ qu'il a acheté, qui n'est pas le champ qu'il a hérité, qu'il a offert à Kadosh Baruch Hu, donc là le champ reviendra au premier propriétaire. Donc on déduit de là que c'est un sadé, pas seulement sadé miknato ashalom isdei achouzato, puisque c'est assez étonnant pourquoi la Torah a besoin de préciser un terrain qui a été acheté, ce n'est pas un terrain d'héritage. Donc de là, nous explique Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon que ce terrain a été acheté et c'est un terrain asher lo misder, c'est-à-dire qui ne peut pas devenir un cédé achouza, un champ d'héritage. C'est-à-dire qu'il a été acheté une autre personne, pas au père. Donc c'est seulement dans le cas de sadé shena reouya liyot cédé achouza, un champ qui ne peut pas être un champ achouza, ça c'est le champ qui reviendra au premier propriétaire. Mais ce champ, puisque le fils l'a acheté au père, et que lorsque le père décède, le terrain peut revenir au fils, donc il peut en hériter, ça devient cédé achouza. Donc ce terrain ne fait pas partie du din de la Torah, que au Yovel, il reviendra au premier propriétaire, mais il a le statut de cédé achouza, et donc ça reviendra au Kohanim, d'Ivé Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Meir, lui, n'est pas d'accord et nous dit Minaim loker sedeme avivu met aviv achar kachigdisha. La nuance entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'est à quel moment il a été Magdish. Rabbi Yehuda a dit s'il a acheté de son père, il a été Magdish, ensuite le père est mort, là on donnera à ce champ le statut de cédé achouza. C'est-à-dire, même dans ce cas-là où lorsqu'il a été Magdish, le champ ne lui appartenait pas encore, le père n'était pas encore mort. Mais Rabbi Meir lui dit Minaim loker sademe avivu met aviv. D'où est-ce qu'on sait que si un homme a acheté un champ de son père, le père est mort, vachar kachigdisha, et ensuite le fils a été magdish, là d'où est-ce qu'on sait Minaim shtelefanav kisdei achouza, que c'est un champ kisdei achouza, et ça reviendra dans ce cas-là au Kohanim, Talmud Lomar, Imet cédé miknato ashalom misdei achouzato, donc le même passou, un champ acheté qui n'est pas le champ achouza, et de là déduire Rabbi Meir sadé she'ena cédé achouza, c'est-à-dire un champ qui n'est pas maintenant cédé achouza, yetztazo shi cédé achouza. À l'exception de ce champ, qui, c'est vrai, était au début cédé mikné, mais qui est devenu cédé achouza. Donc nous voyons ici que d'après Rabbi Yehuda, si le champ a été donc d'abord acheté du père, il a été magdish et ensuite le père est mort, là le passou vient me dire que c'est un cédé achouza. Dans le cas où le champ a été acheté du père, le père est mort, ça devient cédé achouza, et ensuite le fils est magdish, là d'après Rabbi Yehuda, il n'est même pas nécessaire d'avoir un pasouk, c'est évident que c'est décédé à Chouza. D'après Rabbi Meir, c'est le contraire. Le pasouk, c'est lorsqu'il a hérité le bien et qu'ensuite il a été magdish. Mais s'il a été magdish avant d'hériter le bien, d'après Rabbi Meir, ça reste des mikné. Donc là, Gemara nous dit, nous voyons donc, Veilou les Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, que d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, si d'abord le père est mort, met à vivre et ensuite il a été magdish, nous avons vu que dans ce cas-là, l'autre chakra, il n'est pas nécessaire d'un pasouk, c'est sûr que c'est des achouza. Donc la marloquette ici, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est de savoir, un homme qui a acheté un champ, le père est mort, et ensuite, donc le fils qui a hérité ce terrain maintenant, est magdish le terrain, quel est le statut de ce terrain? Donc Maëlav, n'est-ce pas que Be'akamefilgi, Rabbi Meir, ça va kinyan perot ke kinyan agouf dame. C'est que Rabbi Meir qui pense qu'il est nécessaire un pasouk. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir pense que lorsqu'on a acheté les fruits, c'est-à-dire lorsque le fils avait acheté à son père le terrain, il n'avait acheté que les pérotes. Pourquoi? Puisque le terrain allait revenir au père au bout de 50 ans. Donc n'est-ce pas que, pense Rabbi Meir, que Kinyan Perot, c'était déjà que Kinyan Nagouf. Donc le fils avait déjà acquis le Kinyan Nagouf. Ou Béa, Bemitataviv ou Deloyarit. Et donc dans ce cas-là, lorsque le père est mort, Deloyarit Volomidé, il n'a rien hérité de plus, puisqu'il avait avant, par l'achat Kinyan Perot et Kinyan Nagouf, par le décès du père, il a toujours Kinyan Perot et Kinyan Nagouf, c'est la même chose. Donc il car met à vivre achar kachigdisha tsarir kra. C'est pour cela que j'ai besoin d'un pasouk pour dire que c'est vrai qu'il n'a pas plus d'acquisition dans ce champ, mais le champ devient d'un cédé mikni, il prend le statut de cédé achouza. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon pensent différemment. C'est vrai que dans le din, ils sont d'accord que c'est aussi un cédé achouza. Mais comment on est arrivé à cela? D'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, il n'est pas nécessaire d'un pasouk. Pourquoi? Parce que Savri, il pense que Kinyan Perot laf et Kinyan Nagouf.
Le fait d'avoir acquis les fruits, c'est-à-dire d'avoir acheté le terrain du père, il n'est pas propriétaire du terrain lui-même, du carca, du gouffre, si on peut dire du corps du terrain. Et donc, dans ce cas-là, lorsque le père est décédé, il a acquis maintenant le kinyan agouf, puisqu'il devient lui le propriétaire, donc c'est son Sédé Achouza. Donc je n'ai pas besoin d'un pasouk dans ce cas-là que le terrain lui appartient, que c'est Sédé Achouza. Je n'ai pas besoin d'un pasouk, et c'est seulement dans le cas où il a d'abord été Magdish et ensuite que le père est mort, c'est là où on a besoin d'un pasouk. Donc nous avons, nous dit la Gemara, une marloquette entre Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon contre Rabbi Meir, est-ce que Kinyan Perot, que Kinyan Agouf. Mais la Gemara refute, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Leolam Imalecha, je peux te dire que non. Be'alma, ailleurs, de manière générale, Kassavri Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Kinyan Perot, que Kinyan Agouf Damé. On peut dire que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sont d'accord que partout Kinyan Perot, que Kinyan Agouf, comme le pense d'ailleurs Rabbi Yochanan. Ve'acham, et ici, on va dire que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, pourquoi ils n'ont pas expliqué que le Passouk parle dans le cas où le fils a d'abord hérité, donc il a d'abord eu la mort du père et ensuite il a été Magdish, c'est parce que Rabbi Yehuda crache de Chouv et de Rouche. Ils ont trouvé Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon un Passouk, ils ont été Doresh. La Torah dit, si c'est son champ qu'il a acquis, le champ qui n'est pas Misdeh Achouzato. Dirtov, Rachamana, ils avaient dit, Imet Sadeh Miknato Asher Lo Achouzato. Le Passouk aurait dû dire, c'est le champ qu'il a acquis, qui n'est pas le champ de Achouza, si c'est vraiment comme Rabbi Meir. Que signifie Maï Misede Achouzato? C'est-à-dire, d'un champ Misade, le mot en plus, le même, et le Sadeh Misade Achouzato, vient nous dire que c'est en vérité un Sadeh Shena Riouya Liyot Sadeh Achouzato, c'est-à-dire que le Passouk vient dire plus encore. Même un terrain qui ne deviendra pas demain un Sadeh Achouza, mais un Sadeh qui deviendra Yatsado Sherouya Liyot Sadeh Achouza, où là, le Passouk vient l'exclure, il n'a pas le statut de Sadeh Mikni et Sadeh Achouza. Donc la Gemara conclut ici que ce n'est pas une marloquette Tanaïm, on peut dire que Rabbi de Rabbi Shimon et Rabbi Meir sont tous d'accord, comme Rabbi Yochanan, que Kinyan Perot, que Kinyan Nagouf, et donc celui qui a acheté un terrain pourra lire les Bikurim, comme Rabbi Yochanan a voulu le dire. Bien que, comme nous verrons, la halacha est comme Resh Lakish. La Gemara termine, Amar Rabbi Yosef nous dit, Ilav d'Amar Rabbi Yochanan, Kinyan Perot, que Kinyan Nagouf Damé. Rabbi Yosef vient dire que si on suit les différentes positions de Rabbi Yochanan, on peut dire, heureusement que Rabbi Yochanan pense que Kinyan Perot que Kinyan Nagouf Damé. Pourquoi? Parce que sinon, l'Omatsa Yada Veraglav Bet Midrash. Rabbi Yochanan ne peut pas trouver ses mains et ses pieds dans le Bet Midrash parce qu'il va avoir une question très très forte. Quelle est la question? Et si on ne dit pas Kinyan Perot que Kinyan Nagouf, nous allons avoir un grand problème. Puisque ailleurs, nous connaissons le dîne de Brera que la Gemara avait rapporté, ce qu'on dit voir à Davar les Mafria sur telle ou telle chose, sur ce qui arrivera par la suite. Donc par exemple, dans le dîne de deux frères qui ont partagé les biens du père, est-ce qu'on considère qu'il y avait deux terrains? Un frère a pris un terrain, l'autre a pris le deuxième terrain. Quel est le statut de ces terrains? C'est un héritage. Mais est-ce qu'on est sûr que ce terrain appartenait, au moment de la mort du père, ce terrain était pour cet enfant et l'autre pour l'autre enfant? Peut-être que c'était le contraire, que ce terrain était pour le premier et l'autre pour le second. Donc comment peut-on dire que ce terrain est pour lui? C'est par le principe de Brera. Ouvrar à Davar les Mafrea, puisque c'est le terrain qu'il a pris, donc il s'avère rétroactivement que c'était le terrain qui lui était réservé à la mort du père. Mais Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Rabbi Yochanan pense que les deux frères sont comme des acheteurs, puisque l'un a acheté la part de l'autre contre sa part qu'il a chez l'autre. Puisqu'on ne sait pas quelle est la part de tel ou tel fils dans tel ou tel terrain. Et donc, d'après Rabbi Yochanan, ils vont se rendre au Yovel les terrains, ils vont recommencer le partage comme si c'était les simples acheteurs. Donc, le dit l'Agma Ravasi a dit nom de Rabbi Yochanan Achim Shechalku, des frères qui ont partagé les Kouchoten, ils ont le statut d'acheteur Marzirim Zelazeb Yovel et ils se rendront le terrain comme s'ils l'avaient acheté, ce n'est pas Sine Achouza. Si Rabbi Yochanan pense ainsi, donc deux frères qui ont hérité un terrain ne sont pas des héritiers comme pour avoir le statut de Sadeh Achouza. Ils n'ont le statut que d'acheteur. Donc un acheteur jusqu'au Yovel, si on dit que Kinyan Perot n'est pas que Kinyan Agouf,
Donc deux frères qui ont hérité un terrain du père ou deux terrains du père, ils pourront apporter du coup, ils ne pourront pas dire la terre que tu nous as donnée puisqu'ils n'ont que les pérotes. Mais maintenant que Rabbi Yochanan pense que Kinyan Perot que Kinyan Agouf, donc on pourra, même dans ce cas-là, apporter les Bikurim et lire cette partie Ad Mashana Tatni, même s'il y a deux frères. Parce que si Rabbi Yochanan pensait que Kinyan Perot Lav que Kinyan Agouf, la seule possibilité d'apporter des Bikurim et de dire Adama Shana Tatali, c'est seulement s'il y a un fils unique, fils de fils unique, et ainsi de suite, lorsqu'on remonte jusqu'à Yoshua Ben Nun, c'est ce que l'Agma nous dit, si tu penses que, après Rabbi Yochanan, si on avait pu dire que l'impérot ce n'est pas Kinyan Agouf, l'homme Ashkachad Emaite Bikurim Elachad, Bachad, on ne pourrait trouver qu'on apporte des Bikurim que un fils unique, fils de fils unique, jusqu'à Yoshua Ben Nun, puisque dès qu'il y a deux enfants, c'est comme des acheteurs, ces deux acheteurs, c'est Kinyan Perot Lav qui Kinyan Agouf. Et donc il ne peut pas dire Adama Shana Tatali, puisqu'on voit qu'on peut apporter des Bikurim. Donc heureusement, comme on dit que Rabbi Yochanan pense que Kinyan Perot qu'est Kinyan Agouf, donc même lorsqu'il y a deux frères ou plusieurs qui se sont partagés, ils pourront apporter des Bikurim. Amar Rava nous dit Kra ou Matnita Mesaïle le Resh Lakish, nous avons un pasouk et une braïta qui va dans le sens de Resh Lakish. Le pasouk Kra, puisque c'est marqué Bemispar Shenet Tevuot Imacherlach. Le pasouk dit pour le compte de récolte, il te vendra le terrain. Puisque le pasouk nous dit Bemispar Shenet Tevuot, donc on est à l'époque du Yovel, la Torah nous dit tant d'années après le Yovel, et la Torah dit l'année des Shenet Tevuot des récoltes, donc ce n'est que la récolte qu'on achète et pas le terrain. C'est comme Resh Lakish. Matnita la braïta de Tania Bechor notel Pishneim Bizda Choseret la Aviv Beyovel. Le Bechor, qui normalement, le premier-né, prend une double part de l'héritage, prendra double part, même d'un terrain qui revient au père au Yovel, c'est-à-dire un champ qui avait été vendu par le père de son vivant. Si le champ est revenu du vivant du père, c'est-à-dire le père est mort après le Yovel, donc il est évident que les terrains seront partagés et que le Bechor prendra double part. Mais dans le cas où le père a vendu à la 10e année du Yovel, et le père est décédé à la 30e année du Yovel, donc il reste encore 20 ans. 20 ans plus tard, le terrain revient. Est-ce que le Bechor va prendre aussi une double part de ce terrain? Puisque nous avons une halakha que le Bechor ne prend pas de l'argent que Beraou, c'est-à-dire ce qui va venir par la suite, ce qu'on va récupérer, ce qu'on va avoir. C'est seulement ce qui est Mourzak, ce qui se trouve aujourd'hui dans les mains du père. Eh bien, la Braïta nous dit que le Bechor prendra double part du terrain qui devra revenir dans X temps au moment du Yovel. Pourquoi? Parce qu'on considère que ce terrain est déjà, maintenant, dans la possession du Bechor. Mais ça, c'est seulement si on explique que l'acheteur n'avait que Kinyan Perot et pas Kinyan Agouf. Mais si l'acheteur avait eu Kinyan Perot et Kinyan Agouf, donc le terrain n'était pas dans les mains du père. Toute cette période, il était dans les mains de l'acheteur. Donc lorsqu'ensuite, plus tard, il reviendra aux héritiers, c'est quelque chose qui est raouille et le Bechor ne devrait pas recevoir une double part. Amar Abaye enseigne et dit Naktina, nous avons appris de nos maîtres Baal benirse ishto. Le mari dans les biens de sa femme, s'il veut discuter avec tout Baal din, si un homme veut prendre le bien, le mari dit mais ce bien ne t'appartient pas, pourquoi tu le prends? Tu as un shtar, montre, il est peut-être mezouiaf. Si le mari veut discuter au Bedin, il a besoin d'une archa'a, comme une procuration que la femme lui permet d'aller discuter des biens appartenant à la femme, des nerse milouk dont le mari peut manger les fruits. Sinon, le Baal din peut dire au mari mais je ne te connais pas, le terrain ne t'appartient pas. Si quelqu'un a quoi que ce soit à me dire, c'est le propriétaire qui a le gouffre, donc la femme et pas le mari. Mais nous dit Abaye, velo amran et là de l'nachit apéré, seulement si le nachit apéré, c'est-à-dire si la discussion au bedin n'est pas concernant les fruits que le mari peut manger. Avant nachit apéré, mais si il est descendu sur les fruits, il y a une question, donc au bedin concernant les fruits, migo de mishtedina apéré, mishtedina gouffé, puisqu'il peut discuter sur les fruits, il pourra discuter aussi sur le terrain lui-même. Hadran alach hasholeach, nous avons terminé le 4e Pérec, et la Gemara continue, Hanizakin, Shamil Laim Beidit. Commençons le 5e Pérec, Hanizakin,
lorsqu'il y a un dommage, Rouven a causé un dommage à Shimon, ou la bête de Rouven a causé un dommage à Shimon. Tout dommage doit être payé, Shaminen doit évaluer Beidit du meilleur du terrain, du meilleur des biens de celui qui a endommagé. Que signifie du meilleur? Il peut y avoir plusieurs qualités de terrain. Un terrain qui est plus fertile qu'un autre, mieux placé, meilleure qualité. C'est un terrain qu'on va appeler Idit. Nous avons un terrain qui est moyen, c'est Benonite. Et celui qui est vraiment mauvais, il y a beaucoup de roches, etc., c'est Ziborite. Il est évident que le prix du Idit au mètre carré n'est pas le même que le prix de Ziborite. On peut avoir beaucoup plus de Ziborite pour le même prix qu'un morceau de terrain fertile de bonne qualité de Idit. Donc pour les Nézikim, comme nous allons le voir, lorsqu'on évalue, le Mazik doit payer du meilleur de ses terres. Même s'il payera un petit morceau de terrain en fonction du dommage, mais il doit donner du meilleur. Le Baal Chov, c'est-à-dire lorsque Rouven a prêté de l'argent à Shimon et Rouven vient se faire payer chez Shimon, Rouven doit prendre Bénonite, c'est-à-dire le terrain moyen. Ktovat Isha, si une femme vient réclamer sa Ktova, Bézibourite, c'est le terrain qui est le moins bon. Rabbi Meir Omer, Ktovat Isha Bénonite, Rabbi Meir pense que même la Ktova de la femme, c'est Bénonite. La Mishnah nous dit Nefraim et Nechassim Meshubadim, comme Shesh Nechassim Benechori, nous connaissons tous le principe Nechassim Meshubadim, c'est-à-dire, dans le cas du Baal Chov, c'est le plus simple, Rouven prête de l'argent à Shimon. Shimon a hypothéqué le terrain qu'il avait. Si ensuite Rouven vient réclamer de l'argent à Shimon et Shimon n'a pas de quoi payer, Rouven prendra le terrain. Si Shimon a entre-temps vendu le terrain, Rouven pourra aller chez les acheteurs et leur dire vous avez acheté un terrain qui est hypothéqué, c'est le principe donc du Shiboud, vous me rendez le terrain, à vous de vous débrouiller avec Shimon. Dans le cas où il y a chez Shimon des terrains Meshubadim, qui ont été hypothéqués, qui ont été vendus, et il reste chez Shimon encore des terrains libres, même s'ils ne sont pas de la même qualité. C'est-à-dire là, il devait prendre Bénonite. Le Bénonite a été vendu, mais il reste un terrain Ziborite. Lorsque Rouven vient réclamer son argent, Shimon dit j'ai pas d'argent, tu n'as qu'à prendre un terrain. Quel terrain va prendre Rouven? Est-ce que c'est le terrain Bénonite qui a été vendu, donc il pourra arracher des acheteurs? Ou bien c'est le terrain qui reste puisqu'il est libre, autant prendre celui-là. Eh bien la Mishnah nous dit En Ephraim Nechassim Meshubadim. On ne prend pas des terrains Meshubadim qui ont été hypothéqués et vendus. Même comme chez Nechassim Nechrim, s'il y a encore des terrains libres, Aflo Ziborit, même si ce n'est pas la qualité qu'il devait prendre, il doit prendre ce qu'il a, même ses Ziborites. En Ephraim Nirseyeto Minam Ziborit. Lorsqu'on prend des biens des orphelins, c'est toujours Minaziborit, des terrains les moins bons. En Motziim Nachilat Perot. On ne sort de l'argent pour achilat perot, pour rembourser ce qui a été mangé des fruits, ou l'ishvar karkaot, ou ce que le terrain a été meshubar, a été meilleur. C'est-à-dire, nous explique Rachid, Réhouven a volé un terrain. Et il l'a vendu à Shimon. Shimon pensait que le terrain appartenait à Réhouven, qu'il avait été vendu en bonne et due forme. Shimon va s'investir, va semer, et le terrain a donné des fruits. Le vrai propriétaire du terrain se rend chez Shimon et dit mais ce terrain il est à moi, on me l'a volé. Donc le vrai propriétaire prend le terrain des mains de Shimon avec les fruits. Il dit c'est mon terrain, c'est vrai que tu as fait pousser des fruits, tant mieux, mais je ne te payerai pas le prix du terrain, des fruits. Shimon a acheté un terrain à 10 000, grâce aux fruits qu'il a plantés, donc c'est 11 000, il ne payera pas 11 000. Il lui dit, je te donne juste les frais, combien tu as dû investir dans ce terrain pour qu'il y ait des fruits. Mais ensuite, l'acheteur Shimon qui a acheté de Rouven va retourner chez Rouven et va lui dire, tu m'as vendu un terrain volé, rends-moi le prix du terrain. Je me suis investi, j'avais des fruits, tu vas aussi me rembourser ces fruits-là. Et donc là, il va se retourner chez Réhouven. Eh bien, pour prendre Achilat Perot, dire les fruits, il ne les prendra que des biens Benechorim et pas des biens hypothéqués. Nous verrons pourquoi dans la Gemara. De même, le Shvar Karkaot, c'est-à-dire si Shimon a investi à planter des arbres ou à arranger, a mis de l'engrais, le terrain a pris de la valeur, tout ceci sera récupéré chez Réhouven, mais des biens Benechorim. On ne prend pas la chilatot de Shevar Karot des biens Meshubadim. De même, les Mazon Aïcha.
pour nourrir la femme. Le mari est mort, il a laissé des terrains. Il y a des terrains qui sont hypothéqués, qui ont été vendus par exemple. Mais la femme dans sa ketouba avait un tnaï que le mari doit la nourrir. Une fois veuve, elle sera nourrie par le mari. Donc si on veut vendre un terrain pour nourrir la femme, ou va à banot pour donner aux filles, ça on ne peut pas prendre les chassé mishubadim des biens qui avaient été soumis pour la ketouba. On prendra des biens qui sont béné chorim. Mipnei tikkun haolam. Tout ceci, mipnei tikkun haolam, nous verrons dans la Gemara que signifie mipnei tikkun haolam. Vamotse metzia est celui qui trouve un objet dans la rue, il trouve un portefeuille. Et dans le portefeuille, il y a un nom, il dit très bien, je vais accomplir la mitzvah de Hashavat Aveda. Il vient rendre le portefeuille sans propriétaire, propriétaire dit, il manque 500. Il dit, moi c'est ce que j'ai trouvé. Il dit, jure que tu n'as pas pris. Bien, Vamotse metzia, celui qui a trouvé un objet, une metzia, lo ishava, il ne jurera pas, on ne le fera pas jurer, mipnei tikkun haolam, parce que sinon demain il dira, comme nous verrons dans la Gemara, si je risque de jurer, je ne ramasse rien, je ne rends rien à son propriétaire. Donc tout d'abord, la Gemara va se pencher sur le premier dit. Nous avons vu qu'un Nezikin, Shamimlaim Beidit, lorsqu'un homme a causé un dommage, il doit rembourser Beidit du meilleur. La Gemara demande, tout ceci c'est Mipnei tikkun haolam, mais de Horaïtaï, c'est Minatora d'Irtiv, c'est marqué Metav Sedeu, Metav Kamou, Shalem, il payera du meilleur de son champ, du meilleur de sa vigne. Amar Abaye, Abaye répond l'Otsicha et Rabbi Ishmael. Abaye nous explique que la Mishnah, que Mipnei tikkun haolam, c'est Beidit, c'est d'après Rabbi Ishmael. Parce que d'après Rabbi Ishmael, comme nous allons le voir, il a dit Dama Medoraita Bedenizak Shaiminan. On va évaluer en fonction du meilleur terrain, non pas du mazik, mais du nizak. Kamashmanan Mipnei tikkun haolam Shaiminan Bedemazik. C'est-à-dire, on peut imaginer que sur le Hidit, Ziborit et Benonit, c'est relatif à chaque personne. Le terrain du mazik, prenons le cas, Réhouven a endommagé Shimon. Donc Réhouven doit payer. Réhouven est le mazik. Le champ du mazik est de tellement très bonne qualité, il a du Hidit, il a du Benonit, il a du Ziborit. Shimon, l'endommagé, a aussi des terrains, mais le meilleur de chez Shimon correspond au moins bon de Réhouven. Donc lorsqu'on va devoir rembourser le dégât, Réhouven doit rembourser. Il va rembourser du meilleur des terres de qui? En fonction des terres de Shimon. Et donc pour Réhouven, il gagne, c'est du Ziborit, ou bien en fonction du meilleur de chez Réhouven. Donc là, Rabbi Ishmael lui dit que Minatora, c'est en fonction des terres de Shimon. Même si pour Réhouven c'est Ziborit, eh bien Réhouven donnera le moins bon. Puisque pour toi, Shimon qui a été endommagé, c'est le meilleur. Donc, Kamashmael, Tikkun haolam, Shaiminan Bedemazik. Tikkun haolam vient dire non. On donnera du mazik, du meilleur de ce que celui qui est endommagé a chez lui. Donc, Maï Rabbi Ishmael, quelle est cette marloquette entre Rabbi Ishmael, essentiellement Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva? Donc, nous allons commencer. Les Tania, c'est marqué dans une braïta. Ça, c'est toute une sougia dans Masechet Baba Kama. Metav Sadeh ou Metav Karmo Yishalem, du meilleur de son champ, du meilleur de sa vigne, il payera. Metav Sadeh ou Shel Nizak. Metav Karmo Shel Nizak de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael pense que c'est le meilleur du champ du Nizak, celui qui a été endommagé, ou de la meilleure vigne du Nizak qui a été endommagé. Donc là, comme nous allons le voir dans la Gemara pensait comprendre ici Rabbi Ishmael de cette manière, que si, par exemple, la bête de Réhouven a été mangée, une rangée de fruits dans le terrain de Shimon, eh bien, on va évaluer chez Shimon la meilleure rangée de fruits, et on va dire, puisque la meilleure rangée de fruits vaut tant, donc ce que le taureau a mangé ici, c'est comme s'il avait mangé la meilleure rangée, il doit payer tant. Et la Gemara posera la question, mais peut-être qu'il n'a pas mangé la meilleure des rangées. Parce que Rabbi Ishmael dit du meilleur du Nizak. Rabbi Akiva Omer lo Baktuv la Gabot Nizak Mineidit. Rabbi Akiva lui dit, le passouk en vérité ne vient nous dire que pour un Nezek, pour un dégât, on prend du meilleur. Nous allons voir quelle est leur marloquette. Vekavachomer la Egdesh, à plus forte raison pour Egdesh. C'est-à-dire, nous verrons aussi dans la Gemara que signifie Kavachomer la Egdesh. Alors demande la Gemara telle que nous avons compris Rabbi Ishmael. C'est-à-dire, il y a plusieurs rangées qu'on va appeler des harugot. Le taureau est venu manger une rangée, eh bien on doit calculer le prix de la meilleure rangée. Alors demande la Gemara, mais Rabbi Ishmael, Achal Shmena, Meshalem Shmena, si la bête a mangé une rangée qui est bien bonne, bien mûre, bien grasse, qui vaut cher, donc il va payer Shmena. Mais Achal Krusha, s'il a mangé une rangée qui n'avait pas de beaux fruits, Meshalem Shmena, il va donner le même prix qu'une rangée qui a de bons fruits, c'est pas logique.
Amar Ravidi Baravin, Ravidi, non, il faut comprendre Rabbi Shmuel ainsi. Rabbi Maskinan, Kigon Shachla Aruga Ben Arugot. En vérité, on parle ici où la bête a mangé une rangée parmi d'autres, mais on ne sait pas laquelle. Velo Yadnan Krusha Achalit Shmena, si c'est Karouche, faible, maigre, si c'est Shamen, c'est-à-dire de bons fruits. Et là, Meshalem les Memetav, on doit payer du meilleur, comme c'était la meilleure rangée. Et là encore, la Gemara demande à Marava, mais c'est pas logique, puisque Ilou Yadinan des Krusha, si on savait que c'était la rangée la moins fertile, la moins bonne, les fruits étaient les moins beaux. On aurait dû payer quoi? Meshalem Krusha, on aurait payé quelque chose de karouche, de moyen, de quelque chose de pas trop cher. Hashtad Eloi Adina, maintenant que tu ne sais pas, tu vas dire Meshalem Shmena, il paye le mieux. On a une règle à Motzimicha Voravaraya. Et là, donc nous dit Ravacha Bar Yaakov, en vérité c'est ainsi qu'il faut comprendre. Achabema Eskinan, donc l'Agma va nous expliquer la marloquette et nous arrêtons là. C'est-à-dire en vérité, d'après Rabbi Shmuel, nous avons mal compris. Il ne s'agit pas de faire payer en fonction de la meilleure rangée, mais simplement en fonction de quel terrain. Ici, on parle que le meilleur du Nizak est comme la zibourée du Mazik. Donc, nous avons expliqué, Reuven a endommagé Shimon, le meilleur terrain chez Shimon correspond au moins bon terrain chez Reuven. Donc, est-ce qu'on calcule par rapport à Shimon ou par rapport à Reuven? Donc, Rabbi Shmuel Savar Bedenizak Shaiminan, on calcule par rapport à Shimon. Donc, Reuven doit payer du Zibori, de ce qu'il a chez lui, le moins bon, le moins fertile, puisque pour l'autre, ça correspond au meilleur. Et Rabbi Akiva dit non, Bedemazik Shaiminan, on tient compte de ce que Reuven a chez lui, donc il donnera du meilleur de sa terre. Et donc, c'est vrai que d'après Rabbi Shmuel, Minatora, le Metav signifie le meilleur du Nizak, et donc Mipne Tekuna Olam, on va donner le meilleur du Mazik. Nous nous arrêtons là, on reprendra la raison de la marquette entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, mais la suite de la Gemara. Poursuivons aujourd'hui Merot Alacha Daf Memchet, concernant les endroits où on se prosterne pendant la tfila. Voici les brachot où on se prosterne dans la bracha de Avot, au début et à la fin, donc lorsqu'on dit Baruch Ata Hashem, et à la fin, Baruch Ata Hashem Magen Avram. À la bracha de Modim, Modim Anachnu Lach, et à la clôture, Baruch Ata Hashem, Atov Shimcho Chana Elodot, c'est là où on se prosterne. La raison de ces 4 endroits, puisque c'est l'habitude de ceux qui viennent demander au roi leurs besoins, leurs demandes, de se prosterner une fois ou deux lorsqu'ils louent le roi avant de demander ce qu'il désire, et ensuite lorsqu'il termine, il se prosterne encore une fois ou deux. Donc les Khamim ont institué de cette manière le Derech HaTfila, puisque la malchoute du ciel, c'est comme la malchoute, comme la royauté terrestre. Les Khamim nous ont dit aussi qu'un homme qui ne se prosterne pas à Modim, 7 ans après son enterrement, sa colonne vertébrale deviendra un serpent et il n'aura pas le mérite de se relever à la résurrection des morts. Celui qui veut se prosterner dans les autres brachot du Shmona Esrei, on lui apprendra de ne pas faire ainsi. Pour ne pas déraciner, annuler la takana des Chachamim, pour ne pas qu'on dise que tout à chacun peut se prosterner là où il veut. Et donc on va ainsi annuler la takana des Chachamim de se prosterner à ces 4 endroits. De plus, on pourrait aussi se faire passer pour un orgueilleux, se montrer qu'on est un homme particulièrement caché, où on se prosterne plus de fois que le reste de la communauté, donc c'est une conduite à éviter.